On repart les amis et on repart avec Luc Breton. Salut Luc. Bonjour Stéphane. Qui vient nous voir très régulièrement pour discuter de l'actualité économique du moment. Mais là, c'est pour discuter de ton activité, Luc. Donc associé Mandarina et organisateur du Next Generation Enterprise Summit. C'est ça. Donc transformation du management. Donc tu fais, c'est quoi? Donc baromètre managérial que tu réalises. Alors c'est un baromètre, baromètre Anéo La Spirit de l'entreprise nouvelle génération, qui va être un trimestriel. Donc ça commence là, c'est le premier. C'est le premier là. C'est le premier. On vient de le lancer ce matin. J'ai fait une conférence de presse et tu es le premier, la première télé à l'annoncer. Tu as l'exclu. Non mais vraiment. Bon. Après, la question à chaque fois, c'est est-ce qu'il y a d'autres télés que ça peut intéresser, tu vois, le truc. Peut-être. En tout cas, on est très fiers, mais voilà. Non, mais pour répondre tout de suite à cette question, oui. Et enfin, en tout cas, il devrait. J'en ai d'autres de planifier, mais pas maintenant. Tu es la première. Qu'est-ce qui les intéresse? Qu'est-ce qui les intéresse? Ça les intéresse les managers? Ça les intéresse le management tout à coup, les mainstream? Ce qui intéresse tout le monde, c'est que c'est le bazar en entreprise. Ça a échappé à personne. Ouais. Certes, il y a une euphorie économique, mais c'est quand même le bazar parce que les gens ont appris une routine dans laquelle finalement, au début, c'était pénible. Il a fallu gérer le quotidien à la maison avec les enfants, le conjoint, le bazar. Tout le monde n'habite pas à Versailles, n'est-ce pas? Donc il a fallu vivre avec ça. Et puis maintenant, c'est le même à Versailles. Enfin, même à Versailles, on peut être dans de mauvaises conditions. Absolument. Non, vas-y, pardon. Et donc voilà, maintenant le bazar, c'est le retour au bureau. Parce que quand même, la culture d'entreprise, le sentiment d'appartenance, la progression des équipes, elle passe quand même par des contacts humains. Et puis nous autres, faits de chair, d'os et de sang, on a besoin de se parler, on a besoin du lien social. Et le retour au bureau est pour certains dramatique. Je discutais là ce matin, justement, pendant la conf de presse avec un dirigeant qui me dit j'ai toute une série de burn-out et pourtant, je m'occupe très bien de mes employés et pourtant, je suis plutôt une entreprise qui penche du côté libéré. Là, depuis septembre, tu veux dire? Oui. Il a plusieurs burn-out, des gens qui sont bons. Évidemment, sans citer l'entreprise, mais quel secteur? En l'occurrence, c'est le conseil. Ouais. Et donc, c'est des gens qui ont quand même un certain niveau d'autonomie, un niveau d'éducation élevé. C'est plutôt des bacs plus 5 et au-delà. Mais c'est pas que l'activité, tout simplement, parce que le conseil, pour le coup, est ultra sollicité en ce moment. T'en fais partie d'ailleurs, oui, absolument. Part, dans le conseil. Mais le conseil, ils en font depuis 15 ans, 20 ans, et la première fois qu'il a une densité de burn-out, c'est maintenant. Et il m'a expliqué ça ce matin. Il me dit, bon, tu vois, Luc, les gens ont adopté une routine chez eux. Ils se sont installés dans une certaine forme de confort, finalement. Et là, ils sont obligés, il a pris l'image cycliste, de rejoindre le peloton. Et il trouve que le rythme dans le peloton et dans la présence actualisée au bureau est différent. Ouais. Ils sont affolés, ils ont des interactions qui d'un coup, rompent leur capacité de concentration qu'ils avaient eue pendant cette période. Et cette routine qu'ils avaient établie, et ils partent en vrille. Et il en a alors, il voit ça chez lui. Moi, je vois ça aussi chez un certain nombre de clients qui me le disent de la même manière. Donc, il ne faut pas négliger le fait qu'actuellement, et c'est pour ça que ça intéresse beaucoup les médias. Alors, on ne passe pas que à la télé, on passe aussi dans les médias presse beaucoup, parce que c'est fascinant. Et d'ailleurs, j'ai fait... Et c'est pour ça, alors, Luc, dans le baromètre donc, que j'ai lu en exclusivité, voilà. À un moment, tu cites un chiffre, et je me méfie beaucoup de ça, moi, de croissance de productivité. Ouais. Alors, c'est un chiffre Microsoft que tu cites. Hausse, en plus, c'est considérable, quoi. Enfin, 17% de hausse de productivité, c'est pas possible, de toute façon. Donc, mais même de hausse de productivité, tu es en train de me décrire, en fait, le résultat de cette hausse de productivité. Elle est absolument pas durable, en fait. Absolument. Mais voilà. C'est une productivité pour un certain type de tâche, pour une certaine typologie d'activité. Et dans une certaine situation temporelle qui ne peut pas durer, c'est pas possible. Qui n'est pas durable, voilà. Absolument. Et donc, si tu veux augmenter sa productivité parce que tu es capable d'enchaîner 2 fois plus de réunions visio qu'avant, où il fallait se balader dans les salles ou se déplacer chez les clients, enchaîner la productivité parce que tu travailles en live sur des réseaux sociaux d'entreprise ou des documents coéditables, c'est une forme de productivité, mais elle lamine dans le même mouvement la productivité
qui fait la sérendipité, la capacité de créativité, l'expression de l'intelligence collective qui a été démontrée par les travaux de recherche, Emil Schreiber en France, le MIT, Union College, etc. Je vais me permettre de traduire quand même sérendipité, innovation par accident. Oui, c'est-à-dire qu'on s'entrechoque, on se rencontre à la machine à café. C'est l'exemple de Berkeley. Berkeley avait des bureaux à la préfectorale, avec chacun derrière dans des longs couloirs gris avec des portes. Et puis tu parles de l'université californienne, Berkeley, voilà. Tous les chercheurs de Berkeley, le corps enseignant, avaient des bureaux individuels à la préfectorale. Je pense que ça frappe bien l'esprit de tout le monde. Et puis tout d'un coup, ils se sont dit, on va réaménager ça et on va mettre le lieu de vie, le lieu où on vient prendre un snack, boire un coup, se détendre au centre et organiser en étoile des open space à taille humaine et puis certains bureaux individuels pour ceux qui le nécessitent. Et la capacité de s'entrechoquer dans ce point focal de Berkeley a généré un nombre de dépôts de brevets et une capacité d'innover interdisciplinaire qui était inédite et qui a été mesurée. Ouais. Et donc, l'impact du lieu de travail et de la façon dont on se touche, dont on se choque, dont nous autres êtres humains, êtres sociaux, on peut générer cette sérendipité parce qu'on est détendu, on boit un café, on parle de ce que l'on fait, et deux matières, deux spécialités, deux expertises se rencontrent. Elles n'auraient jamais dû se rencontrer, ça n'était pas prévu, il n'y avait pas de réunion planifiée pour ça, et bam, il y a quelque chose qui naît là, qui est magique, qui est extraordinaire, et c'est ça la capacité humaine extraordinaire, inimitable, et l'intelligence artificielle. T'as dirigé le Technocentre d'Orange, j'imagine que tu avais mis, tu en parles avec tellement de précision et de passion que tu avais mis ça en place, tu peux mesurer vraiment l'efficacité de ce que tu décris là, Luc ? Alors ça nécessite des périodes de temps quand même suffisamment longues parce que l'innovation c'est pas mathématique, c'est pas instantané. Les réunions en visio, les documents coéditables, donc les chiffres de Microsoft que tu reprends, effectivement ils sont assez instantanés à mesurer, mais la qualité de l'innovation qui est générée c'est pas ça. Et effectivement on l'a mesuré. Quand on est allé s'installer chez Orange à Orange Garden, on a créé un campus qui est probablement le plus grand campus innovation d'Europe, et si c'est pas le premier, c'est le deuxième. C'est au sud-ouest de Paris, voilà. À Châtillon, près les Moulineaux. Voilà. Donc il y a de la place pour des milliers de chercheurs, d'innovateurs, d'ingénieurs, de marketeurs et de designers. Et là, on a les fameux open space, mais qu'on a su organiser. Alors, chez Google, ils appellent ça les pods, c'est-à-dire tu peux reconfigurer des équipes agiles, des petites équipes agiles, donc cellulaires, on en a déjà parlé ensemble, et puis tu peux avoir plusieurs grappes d'équipes qui travaillent sur une macro-innovation. Tu es capable de reconfigurer ça très très vite. Enfin, très vite, c'est-à-dire tu lui mets pas 6 mois, quoi. Tu peux reconfigurer tes bureaux. Et là, effectivement, tu vois ce que ça produit. Et quand tu mets les gens par thématique sectorielle en proximité, d'ailleurs, les coworking font exactement ça. Si tu regardes maintenant, il y a des coworking qui se spécialisent sur des secteurs, qui disent, bah oui, moi je fais un coworking plutôt sur la santé, plutôt sur l'éducation, plutôt sur les transports, sur l'industrie aéronautique, etc. Tu veux dire j'allais dire les promoteurs immobiliers, ils ne sont pas tout à fait promoteurs immobiliers, mais les loueurs d'espace, exactement, Régus et autres, ils font ça maintenant par secteur. Ils sont en train de thématiser pour que ça s'entrechoque. Pour que tu aies pas juste ton bureau super bien configurable avec la clim qui fonctionne, un standing et un design donné, mais qu'à la machine à café, je reprends l'exemple de Berkeley, tu rencontres quelqu'un qui est dans le même secteur que toi, qui co-innove sur une externalité de ce que tu fais toi, et 1 + 1 = 3, on le sait tous quand on est entrepreneur, et ça fonctionne. Et c'est aussi comme ça que les VC veulent investir. Ils veulent investir sur des sujets qu'ils maîtrisent, et ce qu'ils essayent de faire, et puis on le voit aussi avec le Galion Project, qui est une association d'entrepreneurs, il y en a plein qui font ça, c'est faire des liens entre personnes qui sont sur les mêmes grappes d'innovation. On va parler de grappes d'innovation en révolution industrielle, on est là-dessus, et ça fonctionne, c'est ça la nature humaine des choses. Et donc tout ça pour dire que le retour au bureau est une nécessité pour toutes les entreprises. Voilà, alors, tu viens de décrire. Il y a un chiffre qui paraît dans notre baromètre Anéo La Spirit NextGen qui est 79,2%, donc disons 80%. J'adore 79,2%. J'adore des interrogés disent voilà, le retour au bureau sous une certaine forme est crucial. Voilà.
Donc c'est quand même pas anodin, c'est massif. Et ce retour au bureau, par contre, il ne lâche rien à la nécessité d'avoir de la souplesse dans les formes de travail. C'est-à-dire que si tu bloques maintenant, c'est pour ça que j'ai fait un papier récemment qui est le management est mort, vive le management. C'est-à-dire que le management d'avant, il ouais, mais enfin ça, je l'ai entendu 10 fois depuis 15 ans, le management de 20 ans maintenant. Et justement, mais donc le Covid, aujourd'hui, a imprimé le fait que cette souplesse, elle est plus négociable. Et tu as un certain nombre de salariés qui vont changer d'entreprise si cette souplesse n'est pas là. Donc, alors tu parles, et on va en parler, situation d'hyper-choix. 47% des dirigeants envisagent 3 jours minimum par semaine de télétravail. 3 jours. Alors ça, c'est les salariés. Alors les dirigeants sont pas loin. Mais non, c'est les dirigeants, je l'ai repris dans ton... D'accord. Alors, parce qu'on a les deux chiffres. Donc, tu parles des dirigeants. Oui, okay. Moi, c'est les dirigeants. C'est les dirigeants parce que on avait fait au printemps un grand sommet HR. Oui. Et en gros, les gars disaient, je me souviens notamment du DRH de Schneider Electric, qui est un type extraordinaire, qui disait, moi, je me battrais sur 2 jours max. Ouais. Il disait il y a une forme de frontière entre 2 jours et 3 jours. Absolument. Bon, visiblement, cette frontière, elle est en train de tomber. Les salariés, et 6 clairement... mois plus tard, les dirigeants disent 3 jours minimum. Alors, les dirigeants, là, dans ce que tu lis, c'est ce qu'ils imaginent qui va venir. Ouais. C'est pas forcément ce qu'ils souhaitent, c'est ce qu'ils imaginent. C'est ce qu'ils anticipent, en tout cas. Exactement. Et comme les dirigeants sont des entrepreneurs, c'est des gens très pragmatiques et qui se cachent pas derrière un masque. Et les salariés, de la même manière, ils attendent le 3 jours. Ouais. Et le 3 jours, il a cela de tout à fait tellurique pour l'organisation, d'une magnitude incroyable, c'est qu'il change tout. C'est-à-dire que à un jour, en gros, business as usual, non, mais je comprends. Il ne se passe rien. À 2 jours, ça déséquilibre quand même déjà pas mal, parce qu'il faut trouver les temps communs, il faut pouvoir continuer à se voir. Et 3 jours, le lieu principal d'exécution du travail juste change. C'est-à-dire que ça n'est plus l'entreprise. Oui, et puis en plus, il faut rajouter les vacances, quand même de temps en temps la maladie. Non, mais voilà. Et effectivement, là, l'entreprise va très très loin. Et c'est un peu contradictoire avec un chiffre qui m'a beaucoup intéressé. 49%, alors j'ai pris le chiffre français, craignent de perdre le contact avec leur réseau professionnel. Oui, oui. C'est le corollaire. Donc on est bien d'accord. Oui, mais c'est pas l'entreprise. Le réseau professionnel, c'est l'ensemble des lieux informels où on se rencontrait entre acheteurs, entre y compris les comptables, liens entre... Voilà, c'est ça. Donc, mais qui ont l'air plus importants finalement aujourd'hui que les liens forts au cœur de l'entreprise. Oui, et c'est tout à fait normal ça. En théorie des réseaux, c'est démontré. Donc ça a été démontré par beaucoup de travaux de recherche. Ce qui change vraiment ta vie, ce ne sont pas les liens forts qui te connaissent par cœur, qui sont capables de t'emmener là où tu dois arriver. C'est les liens faibles. C'est les liens faibles qui développent non seulement la sérendipité, mais ce qui t'arrive de plus extraordinaire dans un parcours. Et donc, ce sont les liens faibles qui changent les trajectoires, qui amènent la disruption. Alors, regarde où je veux t'emmener, Luc, parce qu'il y a un autre chiffre qui me passionne depuis septembre, chiffre du taux de démission aux États-Unis, qui explose. Oui. Voilà. C'est un rythme chaque mois de 500 000 démissions en plus que ce qu'il pouvait y avoir avant le Covid. Ça veut dire... Donc, je prends ce truc, mon réseau pro, il est en fait plus important que... il est plus important. Je travaille à la carte, je démissionne comme je veux, j'ai le choix, crise de compétences et tout. L'entreprise a un problème. C'est le bazar, c'est ce que je te disais. Ouais, c'est le bazar. Et alors, quand tu mets face à ce que tu viens de dire, alors il y a un autre baromètre que le nôtre, là, qui explique, qui mesure en Europe déjà le taux de démission, donc exactement la même chose que ce que tu as. Alors, on est un peu en dessous, mais je crois que c'est 17%. Donc je ne l'ai pas vu, il faut que j'aille le chercher celui-là. Voilà, mais je te le donnerai, c'est colossal. Mais il est paru, je crois, hier, donc voilà, il est tout frais. Donc, on voit la même chose avec un petit peu de retard, comme souvent en Europe. Et le pendant de ça, c'est que les gens, en fait, vont changer de job, vont trouver l'entreprise. Vont trouver des missions qui les intéressent et se recentrer sur des employeurs qui proposent justement cette flexibilité, la mission, le sens, très important, et qui vont avoir les attributs des entreprises de nouvelle génération. C'est pour ça que aujourd'hui, moi, mon téléphone ne cesse de sonner parce que les directions sont désemparées. Alors, il y a la direction générale et les RH qui disent qu'est-ce qu'on doit faire ? Quelles sont les règles qu'on doit imposer ? En 2 minutes, qu'est-ce qu'on doit faire ? Pour les grandes lignes ? Moi, ce que je préconise, c'est de donner des règles claires.
si possible de les co-construire, parce que ça évite qu'elles soient perçues comme imposées par la direction de façon verticale. Mais typiquement, si c'est du 2 jours, le dire clairement. Non, mais ça va plus loin que le télétravail quand je démissionne. Ça va bien plus loin. Ça va plus loin. Non, sortons du télétravail. Il y a quoi alors, chez Talentsoft, ils disent, c'est simple, il faut que le manager devienne coach maintenant. Oui, coach de ses équipes. C'est toutes les caractéristiques des entreprises nouvelle génération. Donc je vous les redonne rapidement. Donc on a interviewé 250 leaders dans 30 pays. On a fait ce livre, l'entreprise nouvelle génération. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est que les traits communs. Donc c'est le sommaire du livre. C'est les traits communs. C'est les équipes veulent de l'autonomie et de la responsabilité. Ils veulent un haut niveau de transparence. Et ils veulent un purpose, une raison d'être extrêmement forte, fédératrice, qui n'est pas du waffle talking, du blabla, qui est extrêmement concrète, qui est vécue et avoir de l'impact. Et avoir de l'impact, ça veut dire participer dans des équipes cellulaires qui ont une vraie autorité sur leur rôle, une décentralisation de l'autorité, des organisations plus plates, une hiérarchie toujours, elle persiste, comme le management, mais le management change de posture, donc de surplomb et de lien, de subordination personnelle, on va passer à une subordination d'équipe, donc c'est plus une subordination, c'est une hiérarchie d'équipe, voilà, en langage agile. Et puis le manager qui devient un leader soutient de ses équipes, donc servant leader, et qui donne la vision et qui enlève les cailloux dans la chaussure. Et ce qui est super important là dans ce que tu as dit, c'est cette histoire de sens qui, à un moment ça devient une tarte à la crème. Oui. C'est pas de la morale telle que tu le dis là, non, c'est juste participer activement à la marche de l'entreprise. Oui. Je sais quel est mon rôle, je sais ce que j'y fais. Quand je rentre chez moi le soir, est-ce que je peux expliquer en quoi j'ai eu de l'impact sur la réalisation de mon entreprise, voilà, et sur ce qu'elle amène dans la société ou auprès de ses clients. Voilà. Est-ce que je suis capable de le décrire? Voilà. Je pense qu'aujourd'hui, c'est le cœur de la crise tertiaire, ça qu'on décrit là. Si les auditeurs se posent cette question, je pense qu'il y en a beaucoup, et en particulier ceux qui sont dans des grands groupes ou des organisations complexes, qui sont embarrassés à répondre ça, ou qui le savent très bien en fait depuis longtemps, qui l'intériorisent tripalement et qui... Juste pour finir, Luc, j'avais mis, et je ne sais plus quels sont les chiffres, on va, je l'espère, te mettre une batterie de chiffres qui me semblait, 2 fois plus de temps passé dans les réunions Teams, donc le nombre de temps passé dans les réunions Teams a plus que doublé dans le monde. L'utilisateur moyen de Teams envoie 45% de messages chats en plus par semaine. Enfin bref, c'est justement ce dont il faut sortir, on est bien d'accord. L'ensemble de cet hexadéluge. Et ça, c'est de la folie. Et donc, c'est l'excès aussi de numérique dans les organisations et de data. Alors, il est totalement indispensable, sinon les talents s'en vont aussi. Si voilà, c'est ça. Les outils up-to-date. Mais ça, c'est le résultat du confinement, et le sujet, c'est d'en sortir à grande vitesse. Le résultat du confinement, c'est le sapin de Noël des notifications qui rend impossible toute espèce de concentration et de travail qualitatif ou créatif. Et c'est la raison du retour au bureau raisonné, qui doit être managé. Et là, je pense que la direction de DRH et les managers, l'hyper-choix, ils doivent quand même donner des règles et trancher un certain nombre de choses, et s'assurer que ces temps qualitatifs sont vécus et que l'impact perçu des gens au travail soit une réalité, tout simplement. Sinon, ils changeront d'emploi, c'est une certitude. Et aujourd'hui, la frénésie économique va permettre ces mouvements. Et moi, je pense que c'est une excellente chose, cette fluidité du marché de l'emploi et ses capacités de bouger, parce que ça va accélérer la transformation by design, par conception même des organisations, vers des organisations qui ont un management qui n'est plus archaïque, qui est cellulaire, qui est agile à l'échelle, qui décentralise l'autorité et qui permet à chacun d'être un intrapreneur, d'être en autorité, en responsabilité sur ses rôles. Je fais une boulette, c'est de ma faute. Je réussis, c'est grâce à moi. Et je le fais avec un collectif de pairs pluridisciplinaires dans des petites équipes qui sont en charge. Voilà. Amen. Luc Breton avec nous. On retourne dans l'aéronautique tout de suite.